Enchantée, merci beaucoup d'être venus si nombreux sur cet atelier. Donc cet atelier concerne les écosystèmes de l'hydrogène aujourd'hui au Moyen-Orient et les développements, les exemples de perspectives de développement dans deux pays, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Nous avons deux invités prestigieux qui ont accepté de venir. Donc Mika Mered, alors vous êtes enseignant. Bonjour à tous. Voilà, notamment en marché et géopolitique de l'hydrogène à HEC Paris, et membre du comité de pilotage de la Task Force Hydrogène du MEDEF International et France Hydrogène, qui est partenaire. Et vous êtes également un éminent spécialiste des pôles. Oui. On fera peut-être le lien entre l'Arabie Saoudite et les pôles, effectivement. Sylvain Charrier. Bonjour. Vous êtes directeur du développement outre-mer et directeur des affaires publiques de HDF Énergie. Je vais commencer par quelques questions pour vous, Mika. Enchanté. Allons-y. Le monde de l'hydrogène, marché, filière, chaîne de valeur, aujourd'hui est en construction dans le monde entier. Oui. L'objectif du campus est de faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et notamment dans deux pays, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis. Donc entrons tout de suite dans le sujet. Oui. Quels sont les écosystèmes actuels de l'hydrogène dans ces deux pays ? Mais les écosystèmes de l'hydrogène actuellement dans ces deux pays, que ce soit Émirats arabes unis ou Arabie saoudite, ils sont surtout centralisés sur le principal marché de l'hydrogène dans le monde, qui est tout simplement le marché du raffinage. C'est-à-dire que l'hydrogène dans ces deux pays est surtout utilisé pour contribuer à la désulfuration du pétrole dans les usines tout simplement de raffinage pétrolier, qui est donc le premier marché. Il y a un deuxième marché évidemment aussi qui est majeur, c'est le marché de la production d'ammoniac. Mais là aussi, même s'il y a quelques activités évidemment au Moyen-Orient, c'est rien comparé à ce qui se joue évidemment dans le secteur de la raffinerie. Et fondamentalement aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre des pays, ce qui va être très intéressant, ça va être de voir l'impact de l'hydrogène au-delà du secteur de la raffinerie sur le secteur pétrolier gazier, premièrement, et deuxièmement, et ça je pense qu'on en parlera évidemment avec Sylvain juste après, c'est toute la dimension de décarbonation de ces pays-là même, et puis l'exportation éventuellement de technologies ou de chaînes de valeur à l'étranger. Vos observations sont basées sur quelques indicateurs et avez-vous quelques chiffres clés pour donner la dimension de ces écosystèmes aujourd'hui au public ? Ah oui, alors du coup peut-être qu'on va en plus mixer la question sur les grands projets en émergence, parce que levez la main, je vais vous faire participer aussi un petit peu, levez la main ceux qui connaissent Mohammed bin Salman. À peu près tout le monde. Gardez la main levée ceux qui pensent que Mohammed bin Salman est un écologiste. Il n'y a plus personne. Ah, un. Oui, et vous avez raison de dire ça comme ça. Évidemment, je vous taquine pour vous provoquer un petit peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Mohammed bin Salman vous parle d'hydrogène et de décarbonation, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est véritablement essayer de trouver un modèle avec notamment un projet dont vous avez certainement entendu parler, qui est le projet NEOM, bien sûr, un projet qui se veut être une grande ville, ou plutôt on devrait dire un mini-pays dans le pays, puisque c'est quand même un territoire de 25 000 km², pardon, qui a été dédié, c'est-à-dire l'équivalent de la Belgique, pour vous donner un ordre d'idée, dans la zone la plus irradiée en termes de soleil et la zone la plus venteuse aussi, donc du coup avec des gisements solaires, photovoltaïques et éoliens qui sont les plus importants sur le territoire saoudien. C'est un projet à hauteur de 500 milliards de dollars, en tout cas en volonté d'investissement à l'horizon 2040. Et là-dessus, aujourd'hui, le premier grand projet d'hydrogène vert qui a été lancé, c'est un projet à hauteur de 5 milliards de dollars qui est porté par Air Products et qui est un projet de construction d'une plateforme avec d'abord de l'éolien, l'électrolyseur qui va bien pour produire 4 gigawatts. On a 4 gigawatts de capacité et l'idée, c'est de décarboner l'équivalent de 3 millions de tonnes de CO2 sur ce projet-là à lui tout seul. Pour ce qui est des Émirats arabes unis, il n'y a pas de stratégie hydrogène encore aux Émirats arabes unis. Vous allez me dire en Arabie saoudite non plus, même si le projet NEOM est quelque part une stratégie hydrogène à elle toute seule. Et aux Émirats arabes unis, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les projets hydrogène ont déjà émergé dès l'époque de Masdar, quand on parlait de ces éléments de décarbonation et de ces villes nouvelles en 2009, 2010, 2011. Le projet évidemment avait bien monté puis est tombé assez rapidement. Et aujourd'hui aux Émirats arabes unis, les grands projets autour de l'hydrogène tournent autour principalement de le retour du projet Desertec. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce grand projet qui consistait à faire de l'électricité bas carbone dans le Sahel, aujourd'hui
il est basé aux Émirats Arabes Unis et c'est ça qui va former la colonne vertébrale du développement de l'hydrogène dans ce pays-là. Voilà, je la fais évidemment très courte, mais il y a d'autres écosystèmes aussi à évoquer, notamment évidemment autour de l'hydrogène dit bleu, c'est-à-dire autour de l'hydrogène sur une base carbonée aussi, par exemple à Gouda et autres. Pour revenir sur justement les différentes catégories, comment se structurent les chaînes de valeur hydrogène sur les deux géographies ? Ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est que les deux pays sont relativement alignés dans leur approche. Ils n'ont pas forcément les mêmes atouts et surtout dans la même magnitude. Parce qu'évidemment, l'Arabie Saoudite, c'est un territoire grand comme 4 fois la France. C'est 2,2 millions de km². Et donc fondamentalement, les Émirats Arabes Unis à côté, c'est pas un nain, mais évidemment c'est un junior partner. Il y a aussi dans la région d'autres partenaires qui sont impliqués dans l'hydrogène. On peut penser à Oman, on peut penser au Koweït, ou même l'Irak ou la Jordanie qui s'y intéressent, ainsi que l'Égypte. Et donc fondamentalement aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a un rôle de leader, véritablement, un rôle de leader technologique évidemment, un rôle de leader en termes de magnitude de marché évidemment sur la base tout simplement leur base de ressources existantes, notamment pour faire de l'hydrogène à partir d'éléments carbonés, et puis aussi leader politique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si l'Arabie Saoudite n'était pas le premier pays de la région à s'impliquer dans l'hydrogène, aujourd'hui il y a une véritable dimension politique. L'Arabie Saoudite veut être le leader de la région aussi pour tout ce qui va toucher à des questions liées aux normes, liées à des techniques d'exportation, liées à des certificats de garantie d'origine, etc. Donc aujourd'hui les écosystèmes dans les deux pays sont relativement les mêmes, basés sur, d'une part, une chaîne carbonée à partir du pétrole principalement et peut-être un petit peu de gaz aussi à la marge, et puis évidemment cet hydrogène vert, donc renouvelable, sur une base d'abord solaire photovoltaïque et puis une base éolienne, avant peut-être de voir encore d'autres types de développement. Constatez-vous des interactions avec d'autres écosystèmes du monde et notamment européens ? Ah oui, bien sûr, on a vu qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, et en particulier dans ces deux pays, et c'est vrai en particulier pour les Émirats Arabes Unis, ce sont véritablement les Allemands, les Néerlandais, qui aujourd'hui sont ceux qui ont été moteurs. Dès le début des années 2010, il y avait les Anglais aussi, puis qui ont laissé un petit peu la place à d'autres concurrents européens. Mais ceux qui sont en train d'arriver, notamment sur le marché saoudien cette fois-ci, ce sont des acteurs, des mastodontes des énergies carbonées. Et là, en particulier, les Américains d'un côté. J'ai cité le projet Air Products tout à l'heure, c'est évidemment pas le seul. Et puis aussi la Russie, puisque aujourd'hui, la Russie et l'Arabie Saoudite sont dans une démarche de bâtir une relation bilatérale relativement importante, dans le but spécifiquement de pouvoir contrôler le marché futur de l'hydrogène carboné d'abord, donc fait à partir de pétrole ou de gaz, même si il y a une captation de carbone évidemment dans le processus, qu'on appelle l'hydrogène bleu vulgairement, et puis évidemment maintenant en termes d'hydrogène renouvelable aussi, puisque la Russie a beaucoup de potentiel et cherche avec les Émirats, mais surtout avec l'Arabie Saoudite, à développer une capacité de leadership sur ce marché d'envergure véritablement mondiale. Alors, une dernière question double. Quels sont les acteurs entreprises présentes sur cette géographie ? Et y voit-on des entreprises françaises ? Lesquelles ? Évidemment, on voit alors les usual suspects. On ne peut pas ne pas citer Total Energy, on ne peut pas citer Air Liquide évidemment, qui a fait aussi un grand contrat avec les Saoudiens, avec Aramco l'année dernière pour plusieurs milliards, dans la perspective aussi de produire de l'hydrogène à partir de raffinage pétrolier comme un sous-produit du raffinage, et puis de le réinjecter évidemment dans le processus de raffinage. Mais on voit aussi des plus petits acteurs, et là je vais citer EDF. Alors EDF n'est pas un petit acteur évidemment en France, mais au Moyen-Orient c'est un petit acteur qui petit à petit arrive à prendre des parts de marché localement sur cette logique d'hydrogène renouvelable à partir évidemment de solaire ou d'éolien, et principalement d'éolien. Et puis surtout, on a toutes les pépites françaises qui sont en train d'arriver, et c'est là que je vais vous passer peut-être la parole, j'imagine, parce que fondamentalement, des sociétés comme HDF Énergie sont aujourd'hui l'avenir certainement des entreprises françaises sur ce territoire-là. Merci beaucoup Mika pour cette transition. Donc, Sylvain, pourriez-vous décrire l'activité d'HDF Énergie ? Bien sûr, HDF Énergie, en fait, c'est une entreprise récente qui est un pionnier mondial de ce qu'on appelle l'hydrogène électricité, c'est-à-dire produire l'électricité à partir d'hydrogène. Voilà. Et nous sommes en fait développeurs de grosses centrales électriques d'un nouveau genre. Nous sommes développeurs, nous sommes chercher les financements, la construction et l'exploitation de ces grosses centrales qui sont des investissements de centaines de millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros. Mais nous sommes également, et c'est là où c'est un petit peu particulier, un industriel qui va
fournir la brique la plus stratégique de ces centrales d'un nouveau type, en l'occurrence des piles à combustible de forte puissance. Parce que nos centrales électriques d'un nouveau genre se reposent sur les technologies hydrogène. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous sommes les premiers à faire des centrales d'énergie renouvelable non intermittente, à partir d'une énergie renouvelable intermittente qui va produire en continu ou à la demande une électricité totalement stable, 24 heures sur 24, et surtout à un prix compétitif par rapport aux centrales thermiques. Voilà. Ça, c'est notre métier. Et développeur de centrales d'un nouveau genre et industriel, qui va donc fabriquer ces grosses piles sur le territoire national en France. Nous sommes en train de monter notre usine à Blanquefort, sur l'ex-usine Ford, l'ex-usine Ford de Blanquefort, justement. Donc voilà, c'est notre métier, c'est celui-ci. Et par ailleurs, nos clients principaux sont effectivement les grands gestionnaires de réseaux électriques, mais par ailleurs, à travers notre activité industrielle, nous avons des activités dans la mobilité lourde, maritime et ferroviaire, et dans les data centers. Nous avons déjà noué des partenaires stratégiques avec des acteurs clés en France comme à l'international de ces deux secteurs-là. Ce qui est remarquable, c'est que vous ne soyez pas un grand groupe et que vous soyez déjà présent dans différents pays du monde. Et quels sont ces pays et où êtes-vous implanté? Alors effectivement, nous sommes déjà présents commercialement dans une quarantaine de pays. Mais HDF, c'est bien cette caractéristique-là, donc Hydrogène de France pour HDF, est dans une réalité de marché. C'est-à-dire que nous n'allons que là où notre centrale électrique, notre solution est compétitive, sans subvention. Le monde est grand, l'énergie coûte très cher, il y a plein de zones dans le monde déjà qui permettent justement d'avoir cette équation équilibrée. Donc là, actuellement, nous sommes en train de travailler de manière très concentrée sur une trentaine de pays. Nous sommes présents commercialement sur une quarantaine de pays. Alors c'est quoi? C'est le Mexique, c'est l'Indonésie, les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Australie, l'Afrique australe. Voilà, la liste est longue et je m'arrête là. Nous sommes en train de dupliquer notre première centrale électrique dont nous lançons le chantier très prochainement en Guyane. Donc en Guyane, nous avons donc nous avons fait le closing financier de cette centrale électrique de l'Ouest guyanais, CEOG, qu'on appelle CEOG, qui est la première centrale au monde, c'est une réalité, hein, la première centrale au monde, multimégawatts à hydrogène. C'est également le plus gros projet au monde de stockage d'énergie renouvelable à partir d'hydrogène. Voilà. Et donc ce modèle-là, qui n'est pas qu'un modèle technologique, c'est également un modèle financier, nous le dupliquons. Donc aujourd'hui sur 11 projets qui représentent un investissement de 1,3 milliard d'euros. Et derrière ces 1,3 milliard d'euros d'investissement, identifiés sur 11 projets qu'on est en train de développer vraiment de manière très précise, nous avons un pipe d'affaires identifié par nos banques qui nous accompagnent de 2,5 milliards d'euros. Donc ça c'est pour commencer. Bien sûr, à mesure qu'on fera de centrales, on pourra faire amortir les coûts et proposer nos solutions sur des zones où l'énergie est encore un peu moins chère. Merci beaucoup d'avoir, dans votre agenda, dégagé un moment pour venir ici sur Big, alors que vous êtes aux manettes et pilotez ce projet. Une dernière question, quelles sont les solutions qui vous sembleraient aujourd'hui porteuses sur les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite? Alors, ces deux pays-là, nous les avons en cible, bien sûr. Nous n'avons pas encore d'activité commerciale précise, mais nous avons déjà screené. Ce sont des pays avec des caractéristiques particulières. Notamment, le royaume saoudien est un très grand pays. Et faire une interconnexion électrique, c'est compliqué là-bas. Donc, nous nous projetons sur nos deux types de solutions. Alors, une solution qu'on appelle Renewable, pour Renewable Stable, c'est ce qu'on fait en Guyane. C'est-à-dire que vous allez produire localement, sur place, dans votre centrale, l'hydrogène vert qui va servir à produire l'électricité ensuite sur le réseau électrique. Et ça, en fait, ce type de projet, qui est surtout axé vraiment à l'international hors Europe, qui répond à des besoins hors Europe, c'est un type de projet qu'on peut installer notamment autour des grands projets comme Neom pour produire l'électricité nécessaire à une ville telle que Neom. C'est dans le champ en fait, de puissance de ce type de centrale électrique-là. Bon. Maintenant, l'autre type de solution que nous proposons, c'est produire de l'électricité à partir d'un hydrogène qu'on ne fabrique pas nous-mêmes sur nos centrales, mais qu'on va acheter dans le cadre d'infrastructures hydrogène développées par ailleurs dans les pays.
À partir du moment où un pays décide d'avoir une politique dynamique sur l'hydrogène, à partir du moment où il souhaite développer des pipelines d'hydrogène, une production massive d'hydrogène, notamment dans ces pays où il y a effectivement beaucoup de soleil et beaucoup de vent, eh bien nous pouvons devenir un acheteur d'hydrogène, nous raccorder à des pipes hydrogène, un acheteur d'hydrogène et pouvoir proposer une production d'électricité totalement stable 24 heures sur 24, donc à la demande comme je disais tout à l'heure ou en continu, à partir de cet hydrogène produit que nous allons acheter. Alors, nous nous projetons plutôt dans ce type de solution pour ces deux pays, puisque effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand même une infrastructure gazière et pétrolière absolument considérable. L'hydrogène, ils connaissent déjà. Et finalement, j'ai envie de dire qu'on fait presque le même métier entre l'oil and gas et l'hydrogène. On a besoin de quoi? De pipes, de gaz sous pression, d'électricité. On a besoin de gens qui savent investir massivement dans les gros projets. On a besoin de gens qui savent partager la valeur des grands projets. Et c'est ce que nous faisons déjà. Et ça, dans ces pays très pétroliers, très gaziers, il y a un écosystème, je dirais, alors, technologique certes, mais également financier, adapté à l'évolution vers l'hydrogène. Je vous propose de prendre les questions de la salle, en espérant qu'il y ait des questions. Oui, pendant que vous réfléchissez à vos questions, moi, je vais rajouter un chiffre qui est important aussi pour comprendre la dynamique politique, notamment de ces financiers dont Sylvain parlait à l'instant. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à ce stade, les pays pétroliers, les grandes monarchies et pays pétroliers gaziers de la planète, il est estimé qu'ils devraient perdre, à cause des objectifs qui vont être mis en place d'un point de vue politique pour respecter les accords climat juste de l'accord de Paris, des marchés dans l'ordre de 13 000 milliards de dollars à l'horizon 2040. Donc ces marchés-là sont des marchés qu'aujourd'hui, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres dans la région doivent absolument dérisquer. Parce que des projets à l'hydrogène, qu'il soit de l'hydrogène renouvelable, stable, que ce soit de l'hydrogène comme sous-produit du raffinage ou que ce soit de l'hydrogène produit à partir de carbone, mais avec une séquestration dans le processus, ça permettra à ces pays de pouvoir maintenir leur rente, leur dynamique, leur régime politique. C'est tout ça qui se joue évidemment derrière et le secteur financier l'a évidemment très bien compris. Et je peux rebondir sur ce que tu disais, c'est que précisément, nous l'avons vécu nous HDF. Nous sommes rentrés en bourse au mois de juin, une introduction qui s'est très bien déroulée sur Euronext à Paris. C'est la deuxième plus grosse IPO dans la clean tech sur Euronext depuis 10 ans. Et on a vu effectivement l'engouement, des actionnaires, on va dire, privés, parce qu'il y a beaucoup effectivement de petits porteurs qui sont entrés dans notre introduction, mais également des acteurs pétroliers ou gaziers importants, en l'occurrence le groupe Ruby, qui n'est peut-être pas forcément très connu du grand public, mais qui est un groupe pétrolier, enfin oil and gas français très présent à l'international, est rentré massivement dans l'actionnariat de HDF, ainsi que Terega, qui est le gestionnaire gazier, enfin du réseau gaz du Grand Sud-Ouest de la France. Donc ces acteurs-là, nous le vivons, ont besoin, effectivement, cherchent des activités pour la suite de leur activité principale. Ils ont bien compris que, effectivement, les ressources gazières, les ressources pétrolières étaient limitées et qu'il fallait maintenant rentrer de plein pied, j'ai envie de dire de plein pied vraiment, dans ce monde d'hydrogène. Et nous en bénéficions directement, puisqu'ils nous offrent vraiment un appui considérable pour l'expansion de HDF sur ces marchés qui sont déjà très maîtrisés par ces acteurs pétroliers. Merci beaucoup. Je ne connais pas du tout comment fonctionne l'hydrogène. Du coup, c'est une question peut-être qui n'a aucun sens, mais comment ça se passe au Qatar? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Voilà. Ok, je peux répondre à cette question? Parfait. Eh bien écoutez, au Qatar, c'est la même chose. On a un pays qui est effectivement un pays gazier, principalement, et que vous fassiez de l'hydrogène à partir de pétrole, à partir de gaz, c'est grosso modo la même chose. Je simplifie volontairement, même si effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes processus. Aujourd'hui, quand vous avez du gaz en ressources, ça peut être le Qatar, ça peut être les Émirats Arabes Unis, ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être aussi d'autres pays, pensez là à la Russie que j'évoquais tout à l'heure. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit faire de l'hydrogène qu'on appelle bleu aujourd'hui, c'est-à-dire produire de l'hydrogène par vaporeformage. Donc vous allez distiller en gros votre gaz, tout simplement, et vous allez avoir les atomes d'hydrogène d'un côté, puis les atomes de carbone de l'autre.
là, vous allez avoir un séquestrateur de carbone que vous allez adjoindre à ce processus de distillation. Je fais vraiment très très simple et très très court, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, avec cette séquestration de carbone, vous avez deux marchés distincts qui émergent, un marché de l'hydrogène, un marché du carbone que vous pouvez adjoindre avec de l'oxygène et en fait revendre sous forme de CO2. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous pouvez faire de la pyrolyse de ce gaz aussi, autre technique que certains appellent l'hydrogène turquoise, qui vous permet à la fin d'avoir un carbone sous forme solide, donc qui ne part pas dans l'atmosphère, mais ces procédés-là à partir de gaz, et c'est le problème du Qatar, et j'en arrêterai là, c'est quand même des procédés carbonés en amont de la chaîne, au niveau de l'extraction. Alors, je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, dans ces grands pays très ensoleillés, ou petits pays très ensoleillés ou très venteux, il y a vraiment tout pour faire de l'hydrogène vert. Les énergies renouvelables classiques sont vraiment de moins en moins chères, mais elles sont limitées dans leur exploitation, dans le sens où vous mettez trop d'énergie renouvelable sur un réseau électrique, ça va perturber votre réseau électrique jusqu'à le détruire le cas échéant. Donc, la solution aujourd'hui, en tout cas, c'est de pouvoir trouver un moyen de stockage de ces énergies renouvelables intermittentes pour pouvoir produire de l'électricité par la suite. Mais à partir du moment où vous avez une infrastructure d'hydrogène telle que celle que nous proposons par exemple, vous pouvez penser également à récupérer cet hydrogène qui va être produit par les ressources renouvelables locales pour faire de la mobilité à côté de la centrale électrique. Pour avoir des usages qui sont différents. Il y a trois usages de l'hydrogène. Il y a la mobilité, il y a la décarbonation de l'industrie et il y a la production d'électricité. Et les trois usages représentent 33% chacun environ du marché mondial. Donc à partir du moment où ces pays décident d'investir dans des grandes infrastructures de production d'hydrogène, vous pouvez penser qu'ils vont pouvoir l'utiliser massivement pour leur mobilité, pour leur décarbonation de l'industrie et pour leur production électrique. Et s'ils le souhaitent, ils pourront à ce moment-là exporter davantage leurs ressources pétrolières et gazières. Moi j'avais bonjour, merci, c'était passionnant. Moi j'avais une question du coup sur l'aspect écosystémique, puisqu'on comprend bien qu'il y a le problème de l'infrastructure et de la production que vous êtes en train de résoudre. Est-ce qu'il y a des écosystèmes très avancés, justement en termes d'usage, de nouvelles activités qui vont pouvoir drainer tout un état de start-up, de nouvelles activités, et comparativement à l'écosystème émirien, quels sont les écosystèmes les plus avancés dont on pourrait s'inspirer éventuellement? Tu peux peut-être répondre globalement ? Oui, globalement, et puis même en fait assez spécifiquement, j'ai envie de vous envoyer vers Neom parce que c'est véritablement l'écosystème clé que les Saoudiens essaient de mettre en place. Quand on parle de 500 milliards de dollars d'investissement sur une trentaine d'années, l'objectif de Neom, c'est pas juste de faire un centre de production d'hydrogène vert. L'idée, c'est de faire en fait une ville complètement nouvelle, de 170 km de long, avec toute une batterie de nouvelles approches de la mobilité, de nouvelles approches de la définition de ce que c'est qu'une urbanité, de la question du dernier kilomètre ou de la livraison. Il y a la question aussi de l'aménagement du territoire, avec les, évidemment, infrastructures portuaires, si vous voulez exporter. Je sens que vous voulez réagir, Sylvain, allez-y. Oui, effectivement. Alors, Mika, c'est la vision globale, moi je suis plus courte vue. Exactement. Du global au local. Voilà. Courte vue. Ce qui se passe, c'est que les écosystèmes hydrogènes aujourd'hui, sincèrement, c'est pas encore en route. C'est pas encore là. Effectivement, alors, je ne veux pas tout ramener à ce qu'on fait, un petit peu quand même. Cette centrale électrique de l'Ouest guyanais, c'est vraiment la première grosse infrastructure hydrogène à pouvoir être exploitée comme n'importe quelle autre grosse infrastructure de service. Alors, en l'occurrence, elle fait de l'électricité. Mais effectivement, tout est en train d'être mis en place pour faire sortir ces grands écosystèmes hydrogènes. Tant mieux, tant mieux. Mais effectivement, certains ont un temps d'avance. Et l'objectif des Saoudiens avec Neom, c'est justement de ne pas répliquer les erreurs des Émiratis avec Masdar au début des années 2010, qui était principalement porté par BP à l'époque, et qui de fait est tombé de par le fait que tout simplement BP et les financiers internationaux ne voyaient pas forcément un intérêt aussi important qu'aujourd'hui à dérisquer les investissements parapétroliers. Et quand je dis parapétrolier ici, c'est la transformation du secteur pétrogazier évidemment vers un autre type de molécule capable de développer un écosystème renouvelable. Bonjour, vous avez parlé de solutions de stockage d'énergie intermittente. Vous avez parlé dans ces pays donc d'hydrogène vert. Vous avez dit que c'est des pays qui étaient fortement ensoleillés, fortement vantés. Vous avez parlé de gaz, de pétrole, donc qui sont des énergies qui ne sont pas propres. Vous n'avez pas parlé d'eau, parce que ce sont des pays qui sont également qui ont des grosses surfaces côtières, qui ont des gros accès à l'eau de mer. Donc, vous n'avez pas parlé d'hydrogène à partir d'eau.
Non, c'est pas moi. Et notamment avec des nouvelles technologies qui peuvent arriver de dessalement d'eau de mer. Alors, très très bonne question, merci, parce que je ne suis pas rentré volontairement dans le détail de nos centrales électriques, mais effectivement, notamment dans les centrales de type renewable, donc centrales qui vont produire leur propre hydrogène pour produire leur propre électricité, on va devoir casser une molécule d'eau. Donc il faut trouver de l'eau déjà. On ne peut pas se mettre partout, hein, mais on peut se mettre dans beaucoup d'endroits dans le monde. Mais effectivement, ces pays-là posent cette question. Ça nécessite d'être sur la zone côtière, évidemment, pour pouvoir récupérer cette eau, la désaliniser et casser les molécules d'eau pour dégazer l'oxygène, stocker l'hydrogène à travers des électrolyseurs, et ensuite on va récupérer l'hydrogène stocké dans les grands fûts en métal pour pouvoir recombiner l'hydrogène, stocker l'oxygène de l'air pour pouvoir produire l'électricité. Voilà, c'est le mécanisme de la chaîne d'hydrogène. Maintenant, effectivement, il faut impérativement anticiper dans ces deux pays cette dimension aqueuse, j'ai envie de dire, et donc ça passe, j'imagine, forcément par du dessalement de l'eau de mer qui est lui-même très consommateur d'énergie. Et notamment aussi pour travailler sur l'amélioration de la capacité, de taux de productivité de la production d'hydrogène. Non pas sur les membranes, parce que les membranes aujourd'hui ont des taux de productivité qui sont assez, sur lesquels il n'y a pas énormément de marge, mais sur la quantité, parce que si on parle d'alternative à l'énergie carbonée, il va falloir quand même être capable d'en produire beaucoup d'hydrogène. Et donc là, voilà, vous êtes comment là-dessus? Quelles sont vos réflexions par rapport à la quantité, la capacité vous parlez de la série, la production en série, massivement, dans le monde entier. Oui. C'est exactement ça, notre usine. Là, il faut de l'eau pure. Alors, pas nécessairement, non. C'est plus le cas. Non. Enfin, je ne sais pas si vous parlez de la production en série, des équipements qui permettent de faire émerger les technologies d'hydrogène, ou si vous raisonnez sur de l'eau. Je n'ai pas tout à fait saisi votre question. La question, c'était de dire que pour être capable d'améliorer les capacités, le taux de productivité. Okay. Le rendement, en fait. Ou le rendement, oui, pardon. Effectivement, bien sûr, on a de l'eau pure, effectivement. On a une perte en moins parce qu'il faut quand même qu'on atteigne certains niveaux au niveau de l'eau qu'on met dans les électrolyseurs. Mais merci pour votre question, parce que j'attendais celle-ci. Le rendement de l'hydrogène, ce n'est pas la question. Combien d'entre vous, moi aussi je vais faire intervenir le public, combien d'entre vous avez une voiture ou un scooter à moteur thermique? Vous êtes certainement beaucoup plus nombreux. Quoi qu'il en soit, votre véhicule thermique, il est régi par le cycle de Carnot. Pour ceux à qui ça dit quelque chose. Votre rendement est autour de 25%, 30% maximum, sans compter le rendement de carburant que vous mettez dans votre réservoir. La question, ce n'est pas le rendement, la question, c'est le prix. À quel prix je vends, en l'occurrence, mon électricité ou mon hydrogène pour la mobilité, à la sortie de mon infrastructure hydrogène? À quel prix je le vends? Je la vends, cette électricité. Et à partir du moment où votre électricité elle est compétitive, il n'y a pas de question de rendement. Il n'y a pas de question de rendement. L'important, c'est de répondre à un besoin. J'ai besoin d'électricité ou d'hydrogène pour faire de la mobilité lourde ou légère. Quelque part, à quel prix je le sors? Tout est là. Et aujourd'hui, effectivement, il est possible, et nous le prouvons, alors pas partout dans le monde pour l'instant, mais plus ça ira, plus on pourra, de produire cette électricité, en l'occurrence, à un prix compétitif. Et deux éléments rapides sur la désalinisation. Effectivement, c'est là que vont les Saoudiens, Oman, les Émirats Arabes Unis, les Égyptiens aussi de l'autre côté, évidemment, de la mer Rouge. Le sujet, c'est... Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte en termes de prix dans votre LCOH, donc tout simplement dans votre chaîne de valeur hydrogène. Aujourd'hui, sur 1 kg d'hydrogène produit potentiellement sur Neom ou ailleurs, en Arabie Saoudite ou encore en Égypte, sur la côte, avec une usine de désalinisation pour amener l'eau désalinisée de mer dans l'électrolyseur. Ce processus de désalinisation, c'est simplement, aujourd'hui les estimations pour le coup convergent dans la littérature, 1/10 de centime d'euros par kilogramme d'hydrogène. 1/10 de centime, donc 0,001 €. Donc fondamentalement, le coût de la désalinisation dans ces territoires, qui sont déjà dotés d'ailleurs d'usines de désalinisation relativement importantes. Les Émirats Arabes Unis avaient fait un contrat que la France a perdu face aux Coréens début des années 2010, justement pour faire des centrales nucléaires pour alimenter un électrolyseur, pour alimenter des désalinisateurs, excusez-moi. Donc fondamentalement, cette infrastructure-là existe aussi et donne un avantage comparatif à ces pays-là comparé à d'autres zones du monde où on pourrait faire aussi des chaînes de valeur d'hydrogène à partir d'électrolyse comme ce que fait HDF.
Typiquement, Indonésie ou autre, vous n'avez pas forcément ces infrastructures de désalinisation. Or, vous allez effectivement en avoir besoin certainement. Une dernière question. Oui. Monsieur, du coup, devant. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une alliance Arabie Saoudite-Russie, entre guillemets un peu contre nature du coup. Pas tant que ça, hein, parce qu'on la voit dans le pétrole et dans le gaz depuis 3 ans. C'est une alliance opportuniste, ça c'est sûr. Opportuniste, oui. Quels sont les enjeux et quelles sont leurs perspectives? Est-ce que c'est pour exporter est-ce que vous avez des hypothèses de prix au kilo de l'hydrogène? Donc on arrive au terme du temps, donc je vais essayer de faire très court. L'enjeu, il est clé. Aujourd'hui, la Russie produit 80% de son gaz dans sa zone arctique, 60% de son pétrole dans sa zone arctique. Aujourd'hui, exploiter des ressources naturelles en Russie pour les marchés de l'énergie, c'est forcément exploiter l'Arctique, ce qui évidemment est mal vu par beaucoup de monde, à tort ou à raison, c'est à vous de faire votre choix là-dessus. Côté Arabie Saoudite, la situation est la suivante. Vous allez de plus en plus avoir des interdictions d'importation d'hydrocarbures. Vous allez avoir de plus en plus des taxes carbone qui sont aux frontières ou pas. Vous allez avoir de plus en plus un désintérêt des consommateurs pour les solutions thermiques. Donc fondamentalement, pour l'un comme pour l'autre de ces pays, afin de maintenir leur poids géopolitique, leur poids dans la finance mondiale et puis tout simplement leur régime, ils doivent absolument dérisquer leurs infrastructures. Et en faisant cela, en passant à l'hydrogène, pas juste avec du renouvelable, parce qu'ils vont faire les deux du renouvelable. Et l'Alliance porte plutôt sur le renouvelable, l'hydrogène renouvelable, mais aussi sur l'hydrogène carboné. Les deux pays essayent tout simplement de maintenir leur position dominante aujourd'hui dans le marché du pétrole pour l'Arabie Saoudite et dans le marché du gaz pour la Russie au niveau mondial. C'est ce que ça répond à votre question en 1 minute? Super. Bravo. Je tiens vraiment à vous remercier pour la qualité de cet échange et remercier notre partenaire, le MEDEF International, avec lequel nous avons travaillé et monté cette table ronde. Merci à vous. Merci Nathalie. Si vous me permettez un dernier message, regardez les Outre-mer. Première mondiale en Guyane qui date de la semaine dernière. On n'en a pas beaucoup parlé. Regardez ce qui se passe dans les Outre-mer, c'est absolument incroyable. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Un instant. J'avais une question à poser. Pour l'avenir de l'hydrogène, dont tout le monde s'intéresse pour des raisons évidentes, quel est l'impact de la réduction des coûts qui peut s'opérer en perspective sur le développement de ces énergies? C'est quand même très important de savoir à quel coût on peut les produire. Bon, il y a des moyens qui existent pour baisser énormément les coûts de production. Bon, vision globale. Aujourd'hui, pour faire de l'hydrogène renouvelable, ça va vous coûter entre 5 et 15 euros, en gros, du kilo au niveau mondial en fonction des différents pays et des différentes chaînes de valeur. Comparativement, pour faire de l'hydrogène à partir de charbon ou de gaz naturel aujourd'hui, qui représente la très très grande majorité, 96% de la production d'hydrogène mondiale, on est plutôt autour de entre 80 centimes et jusqu'à 1,80 €, 2 € le kilo. Donc l'enjeu de l'hydrogène sur le cycle d'investissement qui est entamé les 20 prochaines années, et c'est pour ça que HDF Energy, évidemment la deuxième IPO depuis 10 ans sur le secteur des clean tech, c'est d'essayer donc de développer des chaînes en série pour baisser et rendre compétitif l'hydrogène vert. La question maintenant, c'est de savoir, parce que jusqu'à présent la FIPAC ne s'intéressait pas beaucoup à la photocatalyse, alors qu'avec les nouvelles avancées dans les matériaux, on voit que même Renault s'y intéresse maintenant. Eh bien, il y a des perspectives pour faire des choses qui sont nettement moins chères que celles qui sont programmées actuellement avec le CEA et avec l'Allemagne. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, moi, je prends une technologie quand elle est mature. J'achète quand elle est mature. Que les chercheurs cherchent et trouvent des super solutions. Oui, mais là, c'est pas une question de recherche, c'est une question de mise en œuvre industrielle à partir de choses qui existent et qu'on peut faire non pas avec de la start-up, mais avec du rachat d'entreprise dans lequel on installe l'activité qu'on exploite. Très bien, mais il faut aussi prouver que cette solution technologique-là est vraiment pertinente et nous, on est ouvert à toute solution technique. On n'est absolument pas axé sur une technologie ou une autre. Par contre, on est très à l'écoute, effectivement, des innovations. Maintenant, pour répondre à notre question, première question, c'est que si vous mutualisez l'infrastructure hydrogène qui va servir et à faire de la mobilité, et à faire de la décarbonation de l'industrie, et à faire de l'électricité, là, vous devenez compétitif. C'est des sujets qui ont été grossis au cours de la conférence de Guilford, AEM 2016, et qu'il suffit d'appliquer avec des matériaux qui existent et qu'on peut faire à plus grande échelle, et dont on s'aperçoit qu'on fait des réductions de coûts extrêmement importantes par rapport à l'électrolyse que l'on veut faire améliorer. Le principe, c'est l'échelle. Passer à l'échelle. Merci beaucoup. Je vous remercie.
si vous souhaitez poursuivre le débat, mais nous devons libérer cette salle pour le prochain panel. Merci.